Bonsoir tout le monde. Et salut. Bienvenue dans notre quatrième déjà émission consacrée aux élections. Merci d'être là. Merci de nous suivre parce que c'est régulièrement les mêmes qui sont sur nos émissions élections, qui nous posent des questions. Et ça nous fait super plaisir. Alors, après, si je me souviens bien, les engagés, le PDB, le MR, aujourd'hui, on reçoit le PS. On a invité Sandrine Daoud et Yannick Piquet qui vont nous rejoindre très bientôt sur le plateau. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On n'assure pas de tout prendre, surtout si, comme avec le PTB, ça défile à une allure... je ne sais pas comment terminer la phrase, mais voilà, très rapide. On n'avait pas le temps. Ceux qui étaient là, merci pour l'animation dans le chat, mais on n'avait pas le temps de tout lire. Tout ça pour dire, n'hésitez pas, en tout cas on fera notre max et on va accueillir maintenant Sandrine et Yannick. Bonjour Sandrine, bonjour Yannick, merci d'être parmi nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous tient à cœur en tout cas que... Je vais y arriver, je suis désolée de recevoir des invités de chaque partie. Alors, je vais vous présenter très brièvement, dire pourquoi vous êtes là, et ensuite je vais vous laisser chacun faire votre présentation parce que vous êtes, je pense, les mieux placés pour ça, et m'expliquer aussi tous les deux qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique et pourquoi le PS. Si jamais vous êtes trop long, on vous dira, pas de souci. Donc toi, Sandrine, tu es 9e sur la liste fédérale pour la circonscription de Bruxelles. Et Yannick, toi, tu es 15e sur la liste régionale ici à Bruxelles. Et je propose qu'on commence par toi pour la présentation. Merci déjà pour l'invitation. Oui, je m'appelle Yannick Piquet, je suis effectivement 15e à la région bruxelloise pour le Parti Socialiste. Je suis échevin à Ixelles, je suis jeune papa, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. J'ai fait mes études ici à l'ULB en Sciences Po. Et voilà. J'attaque déjà le pourquoi je me présente au Parti Socialiste. Oui, vas-y. C'est la suite de mes études. J'ai beaucoup milité dans les structures de jeunes du Parti Socialiste. J'ai été président de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. J'ai beaucoup milité dans ma section locale à Ixelles, puisque j'habitais Ixelles en plus d'être à l'ULB. Et voilà, et donc pendant mes études, j'ai eu le sentiment naturel qu'il y avait un axe gauche-droite et un clivage gauche-droite très très fort qui se ressentait très très fort. J'ai trouvé qu'il fallait se battre pour le bien commun et j'ai trouvé que c'était au Parti Socialiste que ça se faisait le mieux, le plus concrètement. Voilà. Merci. Je t'en prie. Sandrine ? Oui, donc moi c'est Sandrine Daoud, j'ai 28 ans, c'est ma première campagne. J'ai étudié ici à Solvay, je suis ingénieure de gestion à la base. Je suis revenue sur les bancs de l'école un peu plus tard pour me spécialiser dans le management des soins de santé. Après les études, j'ai été travailler dans une association qui fait de la prévention contre les maladies cardiovasculaires, la Ligue cardiologique belge, que j'ai dirigée pendant 3 ans et demi. Donc là, c'était vraiment le volet prévention et en même temps une ASBL nationale. Je trouvais ça super intéressant. Et puis, après ce master en cours du soir que j'ai fait sur la gestion de la santé, j'ai décidé que j'avais envie de passer en santé publique et dans le milieu un peu plus politique. Et donc aujourd'hui, je suis porte-parole du vice-premier ministre et ministre de la Santé, Frank Wijnenbroek. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je m'engage ? En fait, je pense que quand on évolue dans le milieu politique, on ressent beaucoup plus l'importance de cette démocratie, mais aussi sa non-opacité. Et je suis dans un milieu hors de mon travail qui est parfois très éloigné de cette démocratie-là. Et j'ai eu envie en fait de dire aux gens qui me font confiance, qui me connaissent, que le système est rempli de gens qui ont en fait envie de s'engager et de faire bouger les choses. Et moi, ça fait aussi partie de qui je suis. Et donc, tout naturellement, je travaille pour un ministre socialiste. Je suis convaincue, en tout cas pour les questions qui me touchent moi, donc l'enseignement, la santé, les affaires sociales, je suis convaincue que le socialisme est la solution la plus concrète et la plus solidaire pour arriver à une société qui va bien. Et donc c'était évident pour moi d'aller me mettre sur une liste socialiste. Avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le programme du Parti Socialiste, vous êtes tous les deux quand même relativement jeunes. Et il y a une question qu'on aime bien poser parce que c'est ce qui nous intéresse nous et sûrement aussi les gens qui nous regardent. Est-ce que, en tant que jeune, dans un milieu politique, vous avez rencontré certaines difficultés où il y a des choses qui vous ont particulièrement heurté au début ? En fait,
il ne faut pas tout ramener à la question de l'âge, surtout quand on fait de la politique, parce que c'est une manière qu'on a parfois d'être réduit. Et donc, en fait, il y a des avis de jeunes qui sont des avis aussi pertinents que des avis de personnes qui ont beaucoup de bouteilles dans ce milieu-là. Il y a clairement des difficultés, comme dans n'importe quel milieu à l'entrée, bien sûr, mais il y a aussi des avantages. On touche d'autres publics, on a une approche et on a de l'énergie à revendre, généralement. Et on peut aussi se permettre d'aller parler aussi bien aux plus anciens qui généralement, en tout cas au Parti Socialiste, nous accueillent souvent avec bienveillance, qu'aux jeunes et aux gens qui n'y sont pas encore membres. Donc ça peut aussi être un avantage. Oui, moi je dirais que j'ai pas ressenti de difficulté. J'ai la chance d'être tombée dans un cabinet où il y a énormément de jeunes, mais en fait je pense que dans la plupart des cabinets que j'ai pu observer de près ou de loin, il y a quand même vraiment une vraie valorisation, comme dit Yannick, de cette expérience de la jeunesse aussi, parce que c'est important pour des politiciens et politiciennes un peu plus âgés de quand même comprendre aussi ce qu'attend le public qui arrive, quoi, les jeunes adultes, les ados. Donc non, moi ça j'ai pas ressenti. On voulait faire un petit point définition avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a un thème qui est assez central au PS, qui est l'écosocialisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça signifie ? En fait, c'est très simple. C'est du socialisme et qui comprend aussi les questions écologiques et qui les comprend comme des facteurs d'inégalité sociale et comme liés aux inégalités sociales. Ça se résumerait comme ça, c'est dire que oui, l'extinction de la biodiversité, le changement climatique sont des causes de plus d'inégalités sociales, sont aussi des conséquences qui sont inégalement réparties dans la population. Et donc les populations les plus défavorisées vont malheureusement être les premières victimes de ces changements-là. C'est un peu l'idée de dire la fin du monde et la fin du mois qu'on a souvent opposé. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce. L'un va pas sans l'autre. Si on reprend la création des partis écologiques et de la notion même de l'écologie politique, ça a été créé par le rapport Brundtland. C'est une socialiste, en fait, qui écrit ça au départ. Le premier cri, le halte à la croissance, c'est une socialiste qui l'écrit. Ça a mis du temps avant de percoler, chez nous aussi, mais clairement, maintenant, c'est une donne qu'on a tout à fait intégrée dans nos programmes, dans les projets qu'on porte. Il y a un slogan qui, je pense, peut peut-être bien résumer aussi et qui est assez connu, c'est que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Vous êtes d'accord avec ça au PS ? Oui, absolument. Alors maintenant, je vous propose qu'on aborde les grands thèmes du programme. Il y en a un notamment qui est assez omniprésent, c'est la valeur travail, qui est quand même au centre de la partie économie de votre programme. Et on peut notamment y lire que travailler doit être plus rémunérateur que ne pas travailler. C'est pourquoi le PS propose d'instaurer un revenu de dignité qui tend vers 115% du seuil de pauvreté. Et ça, le revenu de dignité, c'est quelque chose qui revient très souvent, notamment dans la partie économie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consisterait un revenu de dignité et pourquoi le PS le propose ? En fait, le revenu de dignité, c'est juste une manière de dire que quel que soit le revenu dont on parle, donc que ce soit un revenu du travail ou une allocation sociale, que ce soit un montant qui permette de vivre dignement. Donc c'est simplement ça. Ce n'est pas une allocation supplémentaire ou un revenu supplémentaire, mais c'est l'idée de se dire c'est important pour le Parti socialiste et pour les socialistes, je pense, de manière générale, de comprendre qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas vivre dignement avec les revenus qu'ils ont. Et donc, on voudrait relever ça. Je suis perturbée avec... ça a changé l'écran. Pardon. Il y avait quelque chose qui nous avait aussi interpellés dans cette phrase de « travailler doit être plus rémunérateur que de ne pas travailler », parce qu'il y a 2 semaines, on recevait le MR qui propose une différence de 500 € entre les personnes qui travaillent et les personnes qui ne travaillent pas pour encourager les personnes vers l'emploi. Est-ce que ce serait un point d'accord avec le MR ? Mais en fait, c'est un faux problème. Il y a déjà une différence de 500 € entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Alors, évidemment, si on prend la catégorie la plus basse d'un côté et la plus haute d'un côté, peut-être que cette différence, elle est légèrement inférieure. Mais si on prend le revenu d'intégration sociale, par exemple, et qu'on prend le revenu d'intégration sociale d'un père de famille et qu'on le compare avec une personne qui travaille, qui fait son premier emploi au salaire minimum, forcément que la différence n'est pas de 500 €. Mais si on compare des pommes avec des pommes, ben en fait la différence elle existe déjà. Donc ça c'est juste
c'est juste fallacieux, c'est juste une manière de jeter l'opprobre sur des catégories de population qui ont des difficultés. Mais je pense que personne n'a envie à Bruxelles de vivre avec 1 200 € par mois ou avec 800 € comme un isolé. Et ça, c'est aussi élevé parce qu'il y a eu énormément d'indexation récemment des allocations de chômage, des allocations d'insertion. Le revenu du travail, le salaire minimum en Belgique aujourd'hui, il est quasiment à 2 000 €. Donc, il faut arrêter... 2029, je pense. Ouais, c'est ça, 2029 € brut. Il a passé la barre des 2 000 € en 1er avril. Ouais, donc, il faut arrêter c'est fallacieux. Par contre, ce qu'il y a, et là où nous, on se bat, c'est pour se dire qu'il faut augmenter, et la proposition, c'est d'augmenter de 300 € net le salaire poche des travailleurs, principalement des travailleurs des bas et moyens salaires, et ce, sans augmenter leur coût brut, c'est-à-dire en travaillant uniquement sur une réduction d'impôts extrêmement ciblée. Et donc ça, c'est une vraie mesure qui donne de l'argent net dans la poche des travailleurs et sur lequel on travaille et qu'on défend. Mais ça, c'est vraiment juste une volonté d'opposer les gens et d'opposer deux types de travailleurs, celui qui a un emploi et celui qui n'en a pas, et d'essayer de cacher en fait le vrai problème, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui gagnent de l'argent sans travailler, avec leur capital, et qu'eux, on ne veut pas les taxer quand on est OMR. Et justement, tu parles d'augmenter les salaires. Il y a beaucoup de propositions de dépenses, notamment sociales, dans votre programme. La question, mais je pense que tu étais parti pour y répondre, comment est-ce qu'on finance tout ça ? On finance ça en taxant le capital. Enfin, on est un parti de gauche, on ne va pas se le cacher. Il y a deux manières de récupérer de l'argent de manière importante pour un État. C'est ou sur le travail ou sur le capital. Et nous, on souhaite que les épaules les plus larges contribuent davantage, c'est-à-dire que le capital, ils mettent un peu plus de sa poche. La Belgique est pour tout un tas de gens un paradis fiscal. Ça, il faut arrêter. Il y a des grosses entreprises qui ont des taux d'imposition extrêmement bas. Il faut remonter ces taux d'imposition pour que le taux d'imposition réel de ces grandes entreprises, et je ne parle pas des petites PME ou de l'indépendant qui a un ou deux employés ou qui travaillent seuls. Je parle de grosses entreprises, de plus de 400, 500, 600 personnes qui engagent des fiscalistes pour payer le moins d'impôts possible. Il faut supprimer la plupart des niches fiscales qui existent encore. Et il y a un impôt qu'on défend très fort, c'est l'impôt sur la grande fortune qui toucherait à 1 à 2% de la population, c'est-à-dire mettre en place un impôt pour les personnes qui ont en patrimoine plus de 1,25 million d'euros hors biens immobiliers qu'ils habitent. Enfin, on touche quand même pas énormément de gens avec un impôt là-dessus, et ça permettrait, d'après le bureau du plan, c'est pas Ce serait suffisant alors ? Le bureau du plan dit que cette mesure rapporterait entre 4 et 6 milliards d'euros. 4 et 6 milliards d'euros, ça permet quand même de financer pas mal de politiques sociales. En fait, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, je pense qu'il y a des croyances qui peuvent être théoriques, des valeurs, etc. Et puis il y a la réalité d'aujourd'hui. Quand on parle de l'importance aujourd'hui de taxer le capital et non le travail, ou en tout cas un peu moins le travail, un peu plus le capital, c'est parce qu'aujourd'hui la répartition du capital dans notre pays, elle est complètement absurde. Et c'est le résultat aussi de politiques passées, mais on voit dans des rapports indépendants, etc., que la richesse est vraiment concentrée dans un très très faible pourcentage de la population. Et donc à un moment il faut réguler ça, je pense. Et est-ce qu'on touche à l'impôt sur les revenus du travail ou pas ? L'idée, en tout cas, que nous, on a, c'est que si on arrive à récupérer suffisamment de recettes au niveau du capital, c'est de baisser cet impôt pour les travailleurs qui sont dans les plus bas salaires. En fait, c'est pour essayer de réduire l'écart entre les bas salaires et les hauts salaires en augmentant le salaire net d'une partie de ces travailleurs. C'est en faisant ça qu'on arrive aux 300 € net en plus, donc on revient à ce qu'on disait. Et on salue Madaxi qui nous a rejoint dans le chat. Pour continuer sur le thème du travail, on va avancer parce que c'est aussi beaucoup de termes techniques. Il y a une autre notion qui revient très souvent dans le programme, c'est la notion de réduction collective du temps de travail. Qu'est-ce que ça englobe, cette notion ? Tu veux que je commence ? Alors la réduction collective du temps de travail, c'est de dire... Il y a beaucoup d'aspects. La première chose, c'est qu'il y a tout un tas de travailleurs qui ont une réduction contrainte du temps de travail. C'est les gens qui ont un temps partiel non choisi. L'idée de faire et donc ça, c'est une réduction individuelle et contrainte du temps de travail. Faire une réduction collective du temps de travail, qui est en l'occurrence passé à une semaine de 32 heures payées 38 et qui est effectuée en 4 jours plutôt qu'en 5, c'est en fait une volonté d'évolution sociétale. C'est comme ça que la société avance depuis plus d'un siècle. On travaille 70 heures par semaine, puis 60, puis 50, puis 45 et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est d'avancer vers ça. Maintenant,
le PS, c'est un parti responsable, on n'est pas fou, on se doute bien si on impose une réduction pareille du temps de travail d'un coup, on va mettre l'économie en péril, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'y aller progressivement, en ciblant d'abord les travailleurs les plus âgés et les travailleurs qui ont les métiers les plus pénibles. Il faut bien comprendre, et je sais que Sandrine va vouloir parler de santé, mais quand on parle d'infirmières, par exemple, qui ont 55, 56, 57 ans, qui doivent retourner des malades toute la journée, on dit qu'il y a la pénurie d'infirmiers, d'infirmières, forcément, un boulot aussi difficile, tu n'as peut-être pas envie, qui est si peu rémunérateur, tu n'as peut-être pas envie de continuer ça. Et donc, il faut aussi trouver des incitants pour que ces personnes poursuivent ce type de missions qui sont essentielles à la société. C'en est une. Et puis, l'idée de la réduction collective du temps de travail aussi, c'est vraiment de se dire, il y a 50%, Paul Magnette a écrit un bouquin là-dessus qui est assez intéressant, il y a 50% des gens qui sont heureux de leur travail, qui en vivent, qui se réjouissent d'aller au boulot le matin, et puis il y a 50% des gens qui souffrent de leur situation au travail, que ce soit par les maladies professionnelles, les burn-out, que ce soit par le fait qu'il y a des jobs qui sont peu rémunérateurs et qui ont une vision dont la société a une vision assez dégradante. Pour tout ça, avoir des réductions petit à petit du temps de travail permettrait aussi de mieux partager le travail disponible. On a une augmentation sans précédent de notre productivité, notamment par les nouvelles technologies. Là, on fait une émission, mais en fait, vous imaginez la même émission il y a 20 ans, ce qu'il aurait fallu. Vous ne seriez pas 3 avec 2 caméras et quelques micros. Oui, spoiler, on est 3 aujourd'hui. Voilà, il y aurait 35 personnes qui seraient nécessaires pour faire ça. On a gagné en productivité. Il faut répartir ces gains de productivité. Et un des gains intéressants, ce serait qu'on travaille tous un peu moins pour qu'on travaille tous. Voilà, Oui, donc 2 choses, effectivement. Donc tu me lances sur les maladies professionnelles. C'est vrai que l'idée de réduire ce temps de travail est certainement avec les années, avec l'âge, c'est utile à la société dans son ensemble, étant donné que ça permet à des gens de freiner un peu, de s'occuper plus d'eux-mêmes, de leurs projets personnels et de leur bien-être mental, alors qu'aujourd'hui on sait que la santé mentale c'est un réel problème au travail. Les maladies professionnelles c'est en grande partie ça, et il faut le prendre en compte. Alors évidemment la santé mentale c'est aussi tout un sujet, mais la santé mentale au travail, il faut responsabiliser l'employeur, mais il y a aussi peut-être une gestion étatique à avoir de cette question-là. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, elle m'échappe là tout de suite. Oui, évidemment, pardon. En fait, c'est très théorique, cette idée, et il faut oser poser cette question-là, il faut oser en tout cas ouvrir ce débat-là. C'est très théorique l'idée qu'une semaine, c'est 5 jours de boulot et 2 jours de week-end. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Et il n'y a pas de raison qu'on ne se permette pas d'ouvrir cette question. Quand on voit qu'il y a des employeurs qui se disent prêts à le faire, qui ont envie d'essayer, il faut pouvoir les accompagner là-dedans, il faut pouvoir ouvrir cette question et ne pas être effrayé à l'idée de permettre à l'ensemble de la société, grâce aussi aux évolutions technologiques, comme le disait Yannick, permettre à l'ensemble de la société de vivre pour et par autre chose que par le travail aussi. On a une question dans le chat à ce propos. Cette réduction du temps de travail, elle ne va pas impacter les entreprises. Je ne sais pas si les petites entreprises ont les moyens d'employer plus de gens pour couvrir cette perte, entre guillemets. Donc ça, c'est pour ça. Bon, alors d'abord, effectivement, il faut des mesures accompagnatrices. Il ne faut pas l'imposer top-down. Et il faut évidemment cibler d'abord. Enfin, il y a eu un patron qui est passé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus à quelle émission, mais qui expliquait que lui, effectivement, il a dû s'adapter énormément pendant le Covid. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 2 jours de télétravail et que sa boîte tourne toujours. Il y a 2 jours de télétravail, sa boîte tourne toujours. Il dit peut-être que pour les travailleurs de 55 ans et plus, on pourrait les réorienter, qu'ils puissent à ce moment-là apprendre aux jeunes comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne le travail, et donc travailler un peu moins. Mais donc c'est pour ça que je dis qu'elle doit être ciblée, cette réduction collective du temps de travail. On doit accompagner les gens parce que c'est le sens dans lequel la société va. Il ne faut absolument pas l'imposer, surtout pas l'imposer d'un coup aux petites entreprises. Il faut des mesures accompagnatrices, et une fois que ça sera la norme, eh bien, ça rentrera dans la tête, mais c'est important pour l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On n'a tous pas envie de se dire, quand on meurt à 80 ans, ouais, c'est super, j'ai réussi à mettre autant de papier dans des enveloppes, ou j'ai réussi à tondre autant de mètres carrés de jardin. On vise d'autres choses, quoi. Et il y a un autre coût extrêmement important pour la société, c'est le coût de l'assurance maladie, qui a dépassé le coût actuellement de l'assurance chômage. Ce qui veut dire qu'en fait, les maladies au travail coûtent plus cher que les personnes sans emploi. C'est peut-être le moment de se poser les questions. La société va super vite. Peut-être que l'homme, il ne sait pas aller aussi vite que ce que la société lui demande aujourd'hui.
Il y a une bonne partie du programme qui est portée sur justement ce bien-être au travail. Et est-ce que vous avez d'autres propositions pour garantir des conditions optimales au travail, que la réduction du temps de travail? Alors moi, j'ai eu une discussion avec une dame, c'était assez intéressant, mais elle parlait de l'idée des flexi-jobs. Et en fait, c'était une infirmière, justement, on y revient. Et c'est vrai que je lui disais, bon, voilà, qu'est-ce qu'on en pense, les flexi-jobs, je sais pas trop. Et elle me disait, ben moi, je suis passée en 4/5e, et un jour par semaine, je flexi-job et je fais autre chose. Et ça me procure du bien-être, parce que ça n'impacte pas ma rémunération. Et pour autant, dans ce flexi-job-là, je fais autre chose, je bouge plus, j'ai moins de responsabilités, je respire mentalement. Et donc, je trouvais que c'était une réflexion très intéressante. Voilà, je pense qu'il faut avoir de la flexibilité, en fait. C'est ça le maître mot pour moi aujourd'hui. Il faut pouvoir être à l'écoute de ses employés, des employeurs, des étudiants. Enfin voilà, il faut pouvoir être à l'écoute et essayer de réfléchir ensemble à des solutions pour le bien-être généralisé. On voit bien que la santé mentale est un réel problème, donc il faut prendre ça au sérieux. Moi, j'avais juste une question par rapport au flexi-job, parce que dans le programme, il est notamment indiqué d'imposer un moratoire à toute extension du régime des flexi-jobs. C'est ce qui est écrit dans le programme. Donc, est-ce que vous êtes pour, contre les flexi-jobs ? En fait, le problème, c'est que quand ça se généralise et que c'est pas choisi, ça devient une vraie difficulté, parce que c'est toujours la même chose. Si on laisse libre complètement le marché du travail et qu'on permet toute possibilité, en fait, individuellement, c'est très difficile de négocier par rapport à un employeur qui a le choix d'engager 5 personnes, 6 personnes en flexi-job, plutôt que d'avoir une personne qui fait un vrai emploi et qui est rémunérée pour ce vrai emploi. C'est là où, la Belgique a été un pays où, pourquoi on a l'indexation automatique des salaires ? Parce qu'on avait des syndicats très forts qui ont permis de faire ça, quelle que soit la couleur du syndicat, qui ont permis la défense du droit des travailleurs. Et évidemment, quand on est dans un flexi-job, on vient une fois par semaine. On l'a vu dans le cas des travailleurs des franchises de Deleuze. Pourquoi on s'attaque à ce genre de gros morceaux ? Parce qu'une fois que Deleuze n'est plus un seul employeur, ça veut dire qu'il n'y a plus de syndicat général qui défend l'ensemble des travailleurs du secteur. C'est beaucoup plus facile pour un patron d'une petite franchise d'engager 2-3 personnes en temps plein et d'engager que le reste en job étudiant. Ça lui coûte moins cher, mais c'est aussi moins d'opposition en cas de changement d'horaire. C'est plus facile de licencier un étudiant ou quelqu'un en flexi-job qu'un travailleur à temps plein classique. C'est là où il y a un vrai danger, quoi. On va aller un peu plus loin sur le thème de la santé, parce qu'il y a une bonne partie aussi consacrée à ça, et puis tu travailles là-dedans, donc ça se justifie. Il y a une bonne place, ma question c'est, quelle place on accorde à la prévention en matière de santé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Oh, beaucoup. Je te laisse la parole. La prévention, c'est mon dada. Moi, en ayant fait 3 ans et demi en tant que directrice de la Ligue Cardio, qui faisait de la prévention pour les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité en Belgique, il y a tellement de choses à faire. Et même si on réfléchit d'un point de vue purement pragmatique, c'est même pas un coût, la prévention, c'est un investissement. Donc évidemment qu'il faut le faire mieux, qu'il faut le faire plus. Et je pense qu'on est arrivé à un moment de l'histoire où on est d'accord. On est au moins tous d'accord là-dessus. On voit qu'aujourd'hui, il y a l'obésité qui augmente, même l'obésité infantile. On a accès à des modes de vie qui sont... pour lesquels, en fait, peut-être le corps humain n'est pas tout à fait fait. Donc, on a accès à toutes sortes d'aliments transformés. On a accès à rester assis toute la journée. Enfin, voilà, il faut aussi pouvoir... ne pas laisser les gens dans ces facilités-là dans lesquelles on tombe, et ça demande aussi une flexibilité. Mais donc oui, cette prévention, elle est essentielle pour moi, et dès le plus jeune âge. Aussi parce qu'on voit le vieillissement de la population, on voit que nos soins de santé sont quand même mis fortement sous pression, nos soignants aussi, et ça ne va pas aller en s'améliorant, parce que ce vieillissement de la population, c'est réel. Et là où on pensait que parce qu'on allait vivre plus longtemps, on allait être en meilleure santé plus longtemps, c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est un peu vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que là où aujourd'hui on consomme énormément de soins dans les 2 dernières années de notre vie, ça tend quand même à augmenter aussi. Donc on a tout intérêt pour la génération qui arrive maintenant et
et encore maintenant nous, je dirais il n'est pas trop tard, on est encore, tout le monde a intérêt à prévenir, et à prévenir pour soi-même avant toute chose, mais on ne va pas y arriver si on continue à mettre autant de budget dans le soin et aussi peu de budget dans la prévention et d'efforts. C'est pas seulement une question de budget, c'est une question d'organisation, c'est une question de culture. Et concrètement, je me suis toujours demandé comment est-ce que cette prévention s'applique. Est-ce que c'est par de la publicité, entre guillemets, des messages préventifs, d'aller rencontrer les gens? Pour moi, c'est quelque chose où je me suis toujours demandé comment... parce que comment on dit aux gens, mais prenez conscience de ça, et comment on leur fait comprendre que c'est super important. Tu voulais intervenir? Non, j'aurais continué, vas-y, je te fais ça si bien. Alors, il y a évidemment beaucoup de sensibilisation. La prévention, c'est d'abord l'information. Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'information correcte. J'étais encore ce matin à une conférence sur le Nutri-Score, et c'est assez intéressant parce que c'est l'homme qui a dirigé l'équipe de recherche qui a inventé ce concept, disait voilà, l'idée c'est d'abord de donner l'information correcte aux gens. Donc ça paraît bête, mais oui, c'est beaucoup de sensibilisation. Aussi se rendre compte qu'aujourd'hui il y a différents lobbies et qu'un lobby pour la prévention, il a tout intérêt à exister. Moi, je reviendrai vraiment sur la question d'investissement et je trouve que sur la santé, on a un vrai marqueur politique gauche-droite. On a eu la crise Covid et en fait, juste avant la crise Covid, on avait un gouvernement MRNVA qui a définancé une partie de la santé. Certes, même malgré les financements, la crise serait quand même arrivée, on aurait quand même eu des difficultés, mais ce définancement n'a évidemment pas aidé. On rattrape encore maintenant les effets de ce définancement. On a un parti autour de la table, le MR pour pas les citer, qui propose 5 milliards d'économies sur les soins de santé. C'est des sommes considérables. Or, pourtant, on a déjà de sérieux problèmes. On voit bien qu'essayer d'avoir un médecin qui... Je passe les tasses. Non, t'inquiète. Essayer d'avoir un médecin, c'est déjà pas facile d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Donc on a déjà une médecine à 2 vitesses où en gros n'importe qui va à l'hôpital, on dit j'ai besoin d'un rendez-vous chez tel spécialiste parce que j'ai un petit truc. On dit c'est 3, 4 mois, 6 mois d'attente. Mais si vous voulez, il consulte en privé. Je vous donne son numéro de téléphone et là vous avez un rendez-vous dans les 2 semaines. C'est pas le même prix, c'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Ça c'est des vraies choses et si on continue à fonctionner comme ça, on aura une vraie médecine à 2 vitesses complètement et on s'étonnera que ça entraîne une hausse du nombre de maladies parce que pas soignées. Mais en parlant de ça, est-ce que ici en Belgique, être en bonne santé, c'est accessible à tout le monde? Alors, on aimerait, et honnêtement, on a un système qui a tout pour être vraiment performant. Maintenant, on voit aussi, il ne faut pas le nier, que ça se dégrade un peu, l'accessibilité aux soins. Et ça vient de plusieurs choses. Il y a une pénurie de soignants qui est internationale. Donc ça, il faut y penser, il faut s'y atteler, mais il ne faut pas uniquement blâmer la Belgique. C'est un phénomène international. Et ça pose des questions très intéressantes et très importantes, qui est surtout, et ça va avec la prévention, c'est l'idée d'un diagnostic précoce et l'idée d'une première ligne efficace. Je ne sais plus quelle tasse c'était laquelle. C'est dans le bon ordre, normalement. Merci. Donc voilà, on parle ici de budget des soins. Mais il faut aussi parler d'organisation des soins. Et en fait, ça va vraiment ensemble. Il faut continuer à investir massivement. C'est important parce que la santé, mais c'est vraiment pas un secteur où il faut faire des économies, ça ne marchera pas. Par contre, on ne peut pas non plus se dire, on continue à investir et à faire comme on fait aujourd'hui, et on va juste démultiplier ça parce que la population augmente, la population vieillit, etc. Ça va marcher. C'est ni efficient ni efficace. Ça marchera pas. Donc, il faut pouvoir s'adapter aux besoins de santé qui changent aussi et se dire, ok, on réforme, on renforce la première ligne, on donne accès à cette première ligne, aussi bien un accès financier qu'un accès vraiment physique. Donc il faut contrer et continuer à contrer les déserts médicaux. Il faut permettre à tout un chacun d'aller voir un médecin, un spécialiste, un dentiste, d'avoir accès à des soins à domicile, des choses comme ça. C'est des questions qui sont récurrentes, mais oui, effectivement, il faut se les poser. Et justement, tu parlais de la pénurie de soignants. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça pour aussi améliorer le système? Parce que finalement, on tire sur un fil, tout vient avec. On a bien compris que tout est interconnecté.
quelles sont les propositions concrètes du PS pour améliorer le système de santé ? Je pense qu'il faut et voilà, le PS aussi le pense, une revalorisation des métiers. Mais une revalorisation des métiers, ça ne veut pas uniquement dire le salaire. Et donc oui, évidemment, il faut revaloriser via l'argent parce que c'est absolument absurde de dire que ça ne compte pas. Mais il y a aussi une revalorisation du métier dans son intérêt intellectuel, dans la place et l'autonomie qu'on donne à chaque personne au sein d'une équipe. On va aujourd'hui vers des soins de plus en plus multidisciplinaires parce qu'il est prouvé que c'est meilleur, ça augmente la qualité des soins. Et dans une équipe multidisciplinaire, il faut que chacun ait sa place et que chacun ait son degré d'autonomie. Donc ça, pour moi, c'est une des clés pour rendre tous les métiers des soins les plus attractifs possibles. Puis il y a la question des numéros UNAMI aussi. Enfin, à un moment ou à un autre, on a bloqué des numéros UNAMI pendant des années et on fait venir des médecins de Roumanie et d'autres pays européens. Avec tout le respect que j'ai pour ces médecins-là, ils sont les bienvenus, on en manque. Mais c'est un petit peu ridicule de ne pas diplômer des étudiants de médecine qui pourtant ont fini ou sont à 2 doigts de finir et de devoir les faire attendre pour une question administrative et de faire venir d'autres médecins d'ailleurs. Ça, c'est un non-sens. Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, mais à un moment ou à un autre, il faudra peut-être aussi se poser cette question-là. Question des numéros UNAMI qui a donc été partiellement débloquée maintenant, étant donné qu'évidemment, on a toujours des quotas, mais qui ont été, sur les 2 dernières années, bien augmentés. On a débloqué une situation qui était bloquée en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis bien longtemps. Donc. Mais ça, évidemment, ça va dans le bon sens. Il faut continuer dans ce sens-là, absolument. On a un commentaire de Caillou, mais j'ai du mal à voir à quoi il fait référence. C'est marrant, le PTB a le... Bon, pendant que Margot règle le petit problème de micro, je vais lire le commentaire de Caillou. C'est marrant, le PTB a le même avis. Ils veulent créer plus de maisons médicales, une dans chaque quartier, dans le meilleur des cas. Vous êtes pour les maisons médicales ? Oui, alors je ne connais pas le programme du PTB par cœur sur cette question-là, mais évidemment, les maisons médicales, ça a plein d'avantages, et certainement dans cette question de l'accessibilité des soins, dans les deux manières de définir l'accessibilité. Donc oui, on peut avoir aussi j'espère, des points d'accord. On va fermer ce chapitre santé pour passer maintenant sur le climat. Et première grosse question qu'on voulait vous poser, c'était sur quelle énergie il faut miser pour le prochain mandat et sur quels critères ? Tu veux ? En fait, ça serait trop facile de répondre, on mise tout sur le renouvelable et laissons tomber toutes les énergies fossiles, le nucléaire, et faisons tout du 100% renouvelable dès demain. C'est pas crédible, voilà. Et donc, ce qu'il faut globalement, c'est avoir un plan pour réussir à arriver à un certain moment à du 100% énergie renouvelable. Mais il y a d'autres enjeux sur l'énergie, notamment le prix de l'énergie. On a vu pendant la crise énergétique combien les factures de gaz et les factures d'électricité ont augmenté, alors qu'en fait le coût de production de l'énergie finalement n'a pas tellement changé. Donc on a longtemps travaillé sur des idées de on va libéraliser le marché de l'énergie et en le libéralisant tout le monde va payer moins cher. Finalement on a libéralisé et on voit que tout le monde a payé plus cher. Donc là il y a peut-être un besoin de contrôle étatique, en tout cas de reprise de contrôle sur ce secteur. Là, il y a des mécanismes au niveau européen à mettre en place pour que ce soit tant le prix du gaz que le prix de l'électricité, on puisse au moins acheter notre gaz en commun en cas de besoin au niveau européen et le répartir entre les États, que le prix de l'électricité ne soit pas aussi fluctuant en fonction finalement d'autres choses que son coût de production, alors que les centrales, que ce soit des centrales au gaz ou des centrales électriques, ont largement été financées avec de l'argent public ou des deniers publics d'une manière ou d'une autre. Là-dessus, il y a pour moi une reprise de contrôle à avoir. On a aussi une proposition très intéressante au niveau régional où on veut qu'il y ait un opérateur public qui puisse fournir de l'énergie directement. C'est-à-dire ne pas laisser tout au privé à ce niveau-là. Mais évidemment, tout le monde veut aller vers le renouvelable. Mais il y a aussi peut-être autre chose à faire, c'est réfléchir à notre consommation en tant que telle d'énergie. Il faudrait à un moment qu'on consomme un peu moins d'énergie que ce qu'on en consommait hier. Et ça va être le vrai enjeu. C'est une question d'éducation de tout à chacun, de en fait consommer moins. Si on veut que le coût baisse directement et qu'on ait suffisamment d'énergie pour faire tout ce qu'on voudrait faire, il faut peut-être l'utiliser de manière plus rationnelle. J'en profite pour parler région, surtout région bruxelloise, parce qu'on nous parle de baisser notre consommation d'énergie. Comment on fait ça à Bruxelles avec la plupart des logements qui sont hyper mal isolés ?
Alors il y a des choses qui existent en termes de primes qui doivent encore passer à une étape supplémentaire, c'est-à-dire que pour l'instant les primes certaines sont conditionnées, mais à mon sens et au sens d'ailleurs du programme ne sont pas assez conditionnées. Il faut les conditionner soit au revenu du propriétaire du bien, éventuellement au revenu de la mise du montant de loyer qu'il va demander par la suite à un locataire, mais clairement il faudra d'autres aides si on veut rénover le bâti bruxellois. Ça c'est indéniable, il y a besoin d'aides massives. Il faut maintenant bien le calculer parce qu'il ne faut pas que tout cet argent public qui sera investi dans améliorer le bâti bruxellois soit en fait accaparé par quelques personnes qui possèdent une grande partie du patrimoine immobilier. Il faut vraiment trouver un bon système pour que ce soit fait. Madaxi nous envoie un commentaire. Il n'y avait pas eu le gel de l'indexation pendant un temps pour les bâtiments avec un mauvais score énergétique. Oui, tout à fait. Madaxi a raison. Il y a bien eu un gel d'indexation. Ce gel d'indexation, il était lié à plusieurs aspects, notamment le fait qu'il y a eu énormément d'augmentation et une indexation sans précédent pendant la période Covid. Et il y a eu un gel d'indexation qui pour les logements E, F, G, mais il fallait pour ça que le bail soit correctement enregistré, que le locataire soit au courant. Enfin, il y a quand même beaucoup de conditions et on essaye de communiquer au maximum là-dessus, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a un autre point qui m'a marqué dans le programme parce que c'est la première fois que je voyais un point aussi détaillé sur ce que vous avez appelé dans le programme, pas vous personnellement, les biens environnementaux communs. Il y a plusieurs propositions, notamment pour protéger l'eau, le sol, l'air, mais aussi les forêts. Et j'avais une question à ce propos, c'est la Belgique n'en fait pas assez pour protéger notre environnement au sens large pour le moment? L'idée, c'est vraiment de commencer à appréhender ces différents éléments dont tu viens de parler, donc l'eau, l'air, les forêts, la terre, vraiment comme des biens communs, et donc comme des biens qu'il faut gérer de manière publique. Et ça veut dire quoi concrètement? Comment on décrète que l'eau, c'est un bien commun En fait, ça peut être une culture et une manière de gérer le monde et de faire de la politique, et donc de faire des politiques, et de créer certaines lois. Et d'ailleurs, c'est l'idée, en fait. Donc, ce n'est même pas par empathie pour la nature, ce qui est tout à fait suffisant comme, comme raison, mais c'est aussi parce que ça nous retombe dessus. Il y a une hypothèse qui s'appelle le One Health, donc c'est l'idée de mettre ensemble la santé humaine et la santé environnementale, et de bien faire comprendre que si l'environnement ne va pas bien, nous n'allons pas aller bien non plus. Et une fois qu'on se met d'accord là-dessus, et c'est prouvé, mais une fois qu'on se met d'accord là-dessus, qu'on l'intègre dans une culture, ça peut être en fait intégré transversalement, un peu comme ce qui se passe avec l'écologie aujourd'hui. Voilà, on a une conscience et on essaye de réfléchir à chaque mesure qu'on va faire pour essayer qu'en même temps, cette conscience soit présente dans les mesures qu'on prend. Et ben, l'idée, ce serait d'avoir cette idée du One Health dans chaque mesure prise à différents niveaux de pouvoir, et voilà, même dans des choses qui ne sont peut-être pas directement liées à l'environnement ou à la santé. Il y a un autre thème, qui nous tient particulièrement à cœur, et on finit toutes nos interviews en l'abordant, c'est celui des jeunes et de la politique en général. Mais première question qu'on aimerait vous poser, c'est surtout la question du logement. On a commencé à en parler avec Aline. Il y a toutes les trois, en tout cas ici, été confrontées, peut-être que vous aussi, le logement étudiant à Bruxelles, quand tu étudies et que tu dois travailler à côté pour payer ton logement. Comment on fait pour garantir un logement déjà correct, salubre et abordable aux étudiants? Bon, moi j'ai monté, quand j'étais juste à la fin de mes études, j'ai monté une première boîte qui s'appelle la plateforme Logement étudiant, qui avait pour objectif de proposer 50 cotes à un étudiant plutôt que 50 étudiants à un bailleur. Ça n'a pas marché. On a beaucoup essayé, on a fait plein de choses, mais ça n'a pas marché. Je suis aussi fondateur de l'agence immobilière sociale étudiante qui gère des logements étudiants, qui fonctionne un petit peu mieux, qui permet d'avoir un prix réduit pour un bien, en contrepartie le propriétaire a son loyer garanti. Mais clairement, c'est pas suffisant. Enfin, quand on a commencé l'interview et qu'on a parlé de la jeunesse, je me dis, en fait, il y a des choses où les jeunes et les moins jeunes, ils sont confrontés au même problème. La question du logement à Bruxelles,
ils sont confrontés au même problème. C'est une catastrophe. Pour se loger, quand on a une famille avec 2 enfants, ils doivent louer 1 400 € un 2 chambres. C'est aussi une aberration. Après, quand on est étudiant, on ne travaille pas forcément à temps plein à côté, donc Tout il y a à fait ce problème-là aussi qui s'ajoute. Tout à fait d'accord, mais que ce soit 700 € pour un logement ou 600 € pour un logement étudiant ou 1 400 € pour un 2 chambres, dans les deux cas, c'est une folie sans nom. Et en plus, l'indexation des loyers a été à une vitesse VV prime beaucoup plus rapidement que l'indexation des salaires. Et donc là, il y a une mesure phare, c'est l'encadrement des loyers. Il faut un moment que le gouvernement, et il a commencé, il y a eu tout un tas d'étapes qui ont été franchies, mais mettre en place une grille des loyers contraignante. D'abord, on a une grille indicative. Cette grille indicative a été renforcée, a été améliorée. Ensuite, maintenant, on a ce qu'on appelle la commission paritaire locative qui permet à un locataire, étudiant ou non, d'aller devant avant d'aller chez le juge de paix, d'aller devant une espèce de commission qui est composée de bailleurs et de locataires pour renégocier son loyer. Mais l'étape suivante, c'est ça, c'est d'encadrer le prix de l'immobilier et le prix des loyers, puisque maintenant, en fait, la seule manière on a mis dans la tête des gens que la seule manière de s'enrichir à Bruxelles, c'est d'acheter une maison unifamiliale, de louer chaque chambre à un étudiant à 550 €, et tout d'un coup, la maison qui avait une valeur X a une valeur de 2X. Enfin, et on explose le coût. Ça met tout le monde en concurrence, c'est pas normal. Et ça, il faut arrêter, il faut encadrer ça, sinon il n'y aura jamais de limite. Mais c'est un problème pour les étudiants, c'est un problème pour toutes les personnes qui sont locataires. Et à Bruxelles, il y a plus de 70% de la population qui est locataire. Donc à un moment donné, le système va craquer. Tant que ou alors il faut doubler les salaires. Mais je ne pense pas que les salaires vont doubler tout de suite. Donc, il y a Madaxi qui nous dit clairement, sur l'aide financière de mes parents, je n'aurais pas su faire des études supérieures. Et j'avais quand même un job étudiant pendant toutes mes études. C'est un problème qui revient pour la plupart des étudiants. Alors on ne va pas aborder les jobs ce soir, mais par contre, il y a un autre, et on salue Margaïla qui est passée et qui me fait très plaisir de passer ce soir. On est en plein dans l'actualité parce qu'en ce moment au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a des votes, notamment un vote qui concerne le décret paysage. J'ai pas regardé les résultats, hein. C'était en même temps. Quand on a commencé, moi j'ai rien vu. Ils sont peut-être même encore en train je crois qu'ils sont encore en session. Ouais. Est-ce que ça va durer jusqu'à passer 2h du matin? Ça, je sais pas, mais en tout cas, je savais qu'il y avait des blocages depuis 14h, donc voilà, c'est encore en train de ramer. Avec Écolo, le PS a fait une proposition pour réformer la réforme entre guillemets du décret paysage, parce qu'il y a eu plusieurs versions de ce décret, on va dire. Finalement, ils ont fait une proposition pour comment résumer ça en 2 phrases? Avoir une année, c'est un peu en entre-deux, c'est pas totalement un arrêt complet de la réforme comme on a pu l'entendre au début de la crise, mais plutôt une année de transition aussi pour les étudiants, pour éviter que des étudiants ne se retrouvent non finançables ici dès la rentrée de septembre. C'est un petit peu ça, sans rentrer dans les détails. Et donner un peu plus de temps pour avoir des chiffres, évaluer l'impact de cette réforme. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Et pour pouvoir proposer cette réforme, PS et Écolo ont eu besoin notamment de l'appui du PTB, qui avait aussi, lui, déposé une proposition de réforme de son côté, mais qui s'est rallié. Alors, sorry pour la question, mais on ne pouvait pas s'empêcher de la poser. On sait que les électeurs du PS sont plutôt ce que le soir appelle les baby-boomers dans son enquête selon des chiffres de l'ULB, le profil type de Vous êtes mal tombé avec nous deux, quoi. Oui, mais des électeurs. De l'électorat. Le profil type, c'est plutôt les baby-boomers, la cinquantaine. Et au niveau des jeunes, le PS n'est pas le parti de gauche le plus populaire. Il l'est beaucoup plus chez le PTB. Est-ce que le PS a besoin du PTB pour rallier les jeunes? C'est quand même une drôle de question. Enfin, globalement, le PTB, c'est pas un nouveau parti, c'est un parti qui existe depuis très longtemps, qui, malheureusement, moi j'aime pas critiquer les autres partis de gauche, je trouve que le combat il se fait entre la gauche et la droite. Mais malheureusement, quand on leur propose de monter dans un gouvernement, ils ne veulent pas. Moi j'ai toujours été très à gauche, j'ai aucun problème à partir à gouverner avec le PTB et avec Écolo et à faire le gouvernement le plus à gauche possible. Mais malheureusement, souvent, c'est pas la volonté qui ressort. Après, en ce moment, ils sont plus... Je suis très content qu'on soit rejoint sur la question du décret paysage. Hein. Ça, c'est bien. Il y a des milliers d'étudiants qui ont été sauvés. C'est très bien, mais c'est pas souvent que le PTB est prêt à faire ça. Allez, autre question un peu plus faire. Donc, comment le PS fait pour aller chercher les jeunes, pour leur parler de politique, pour leur faire comprendre que eux aussi sont concernés par des sujets politiques,
notamment, je le dis à chaque interview, mais avec l'obligation pour les jeunes, enfin, l'obligation, mais non sanctionnée, des jeunes entre 16 et 18 ans d'aller voter aux européennes. Comment on va chercher ce public-là quand on est élu ou alors quand on travaille en politique ? Je crois que c'est une fausse croyance de se dire que la génération qui arrive maintenant n'est pas intéressée par la politique. Je crois qu'il y a par contre un travail de démystification à faire parce que parfois ça a l'air un peu opaque alors que ça l'est pas du tout, la politique en Belgique. Je veux dire, mais c'est vrai qu'on a un système compliqué. Donc d'un côté, il faut comprendre qu'il y a une vraie envie d'engagement et on le voit dans les mouvements activistes jeunes. Enfin, je veux dire, il y a des très beaux mouvements qui émanent de gens qui avaient 12 ans à la base. C'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est très chouette d'aller rencontrer cet engagement-là et d'essayer de faire en sorte que ça se traduise par un intérêt concret et une compréhension concrète pour la démocratie, pour le vote. Le vote à 16 ans pour les européennes, c'est super parce qu'il y a vraiment des enjeux qui se jouent à ce niveau-là, qui sont des enjeux qui touchent beaucoup cette génération-là. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Et comme on le disait un peu au début, je pense qu'au sein du milieu même, il n'y a pas beaucoup de mépris de la jeunesse, justement pas. Donc je crois qu'on est les bras sont ouverts quoi, pour aller les chercher. Je vois aussi beaucoup de candidats que je salue d'ailleurs très jeunes sur des listes ou de personnes qui ne sont pas forcément sur des listes mais qui sont engagées ou même de personnes qui sont objectives et qui font le travail d'influenceur Instagram, d'aller expliquer aux autres comment ça fonctionne, etc. Enfin, même ce que vous faites ici, c'est génial. Donc tout ça, c'est des manières de démystifier toute cette politique et c'est super important. Après, je crois qu'il y a aussi une perte de confiance avec la démocratie pour une certaine partie de la population et pour ça, dans le programme du Parti socialiste, il y a par exemple la création d'un observatoire de la démocratie et de l'innovation démocratique qui pourrait être un outil qui aurait beaucoup de sens. Aussi, la création d'un droit d'initiative citoyenne. La participation citoyenne, est bien mise en avant dans votre programme. La participation citoyenne est bien mise en avant et moi, je suis vraiment 100% alignée avec ça. Je crois que c'est nécessaire aujourd'hui parce qu'il y a effectivement parfois une espèce de mur transparent, mais quand même, entre le citoyen et le politique, alors qu'en vrai, ça ne devrait pas. Mais en fait, les sujets politiques touchent tout le monde et intéressent la plupart des gens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un système un peu trop complexe derrière pour que le système politique et les personnes politiques intéressent les gens ? Est-ce que les partis n'ont pas trop tendance à faire de la politique politicienne ? Oui, c'est ça, c'est un vrai problème, les petites phrases. Et ne pas pouvoir développer un programme de fond, devoir faire des vidéos de 45 secondes parce que sinon elles ne sont pas vues, tout ça évidemment ça limite la possibilité qu'a un homme politique, le monde de l'immédiateté, du réseau social à outrance, de devoir donner un avis tout de suite, ah je l'ai donné trop tard, de toute façon ton avis ne t'intéresse plus, tout ça, ça limite la possibilité pour un politique d'expliquer exactement là où il veut en venir. Mais je ne suis pas sûr que le critère de l'âge soit le critère le plus pertinent parce que en fait il y a des gens qui s'intéressent à la politique jeune et d'autres pas du tout et il y a des gens qui sont plus âgés et qui ne s'intéressent toujours pas à la politique. C'est une éducation permanente qu'il faut faire. Il n'y a pas que les partis qui doivent le faire, il y a aussi les syndicats qui le font, les associations qui le font, mais la politique s'occupe de tout à un moment ou à un autre. Les médias bien sûr, certains. Il y en a qui pratiquent la désinformation aussi, mais évidemment c'est souvent je ne vais pas citer de nom de médias en fait, mais oui, tout le monde doit aller dans le même sens. Oui. Ce qui est difficile, c'est la réelle importance de la nuance dans un pays où on fonctionne avec du compromis, et je trouve que ça a vraiment beaucoup d'avantages, alors que c'est pas ça qui est repris. C'est pas ça qui est repris dans les médias, c'est pas ça qui est repris sur les réseaux sociaux, et donc comment est-ce qu'on peut, d'un côté, vouloir de nos décideurs qu'ils aient de la nuance, et d'un autre côté, vouloir qu'on soit clair et net sur ce qu'on veut. Je reviens à cette question de la flexibilité dont je parlais au tout début, mais je pense qu'elle est essentielle dans une société.
Donc ouais, les petites phrases et des choses comme ça, c'est assez, Si on veut voir, c'est assez frustrant. si on regarde un tout petit peu ce qui se passe à l'international, il va y avoir les élections européennes, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas de candidat européen. On a un Parlement européen à 10% d'extrême droite. On a vu de plein de pays où l'extrême droite est devenue le premier parti. En Italie, ce sera probablement le premier parti en France aux européennes. Peut-être que le Vlaams Belang fera le premier score en Belgique, c'est le cas aux Pays-Bas. Enfin, à un moment ou à un autre, au Portugal, il y a une montée de l'extrême droite aussi, oui, c'est en effet. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a ces 6 pays en Europe maintenant. Que dès qu'ils arrivent, ils cassent le droit des femmes, ils cassent les droits des LGBT. C'est la première chose qu'ils font. Maintenant, dans les hôpitaux italiens, ils envoient des gens pour dire aux femmes qui veulent avorter, vous êtes sûr que vous voulez vraiment bien avorter ? Vous êtes sûr, madame ? Enfin, ça, c'est des marqueurs politiques quand même extrêmement forts. La jeunesse s'en empare pas, à un moment ça va arriver. Et une fois que ça va arriver, si on a laissé trop de temps passer et que les hommes politiques, les syndicats, comme je disais, les associations n'ont pas fait leur travail d'éducation, on va se retrouver avec des choses vraiment noires. Et c'est beaucoup plus inquiétant pour moi, mais à mon avis pour beaucoup d'autres gens qui partagent des idées de gauche, largement au-delà du Parti Socialiste, c'est beaucoup plus inquiétant que de savoir les petites phrases que tel politique a dit à tel politique sur tel plateau de télévision. Ça, c'est vraiment des vrais problèmes, quoi. Bon, je pense qu'on est déjà pas mal niveau timing et 21h tout pile. Alors ça, je suis désolée, mais c'est hyper rare. Même avec un souci technique. Ça se salue. Alors, je tiens à présenter les excuses au nom de l'émission pour les soucis techniques qu'on a eu pour Matou. Et j'ai essayé de tout faire. J'ai gardé ma voix, c'est un miracle. Mais voilà, un grand merci à vous deux d'avoir été parmi nous et d'avoir répondu à nos questions. C'était super chouette. Et merci à ceux qui ont participé dans le chat. Je voulais juste rebondir. Petite annonce, on a mis enfin nos 3 premières interviews des élections sur YouTube. On fera les annonces sur les réseaux sociaux demain. N'hésitez pas à aller les voir. Et n'hésitez pas à rester connectés. Alors, ça dépendra de mon temps de travail en dehors d'office. Mais il y aura peut-être d'autres vidéos d'actualité et de décryptage des élections après la première qu'on a faite. N'hésitez pas à retourner voir la première qui a assez bien fonctionné. C'est un format qui plaît, donc c'est super chouette. Voilà, encore merci à vous de nous suivre, d'être présents. On se retrouve sans faute dans 15 jours où on accueillera Défi. Pour les 2 dernières, Défi et ensuite Écolo 15 jours après pour les 2 dernières émissions élections et bientôt les dernières émissions de d'office, mais ça on en reparlera plus tard. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.